Good afternoon. It's a great pleasure for me to moderate this session. Bonjour à We'll tous, je talk suis about ravi de modérer cette economic session. growth Nous allons and parler de law croissance stability, économique, de droit, regulation, de arbitration and stabilité, de investment réglementation et in this d'investissement, chaotic world. So et please ce, dans un welcome monde Sophie chaotique. de Fontenay. Je vous demande donc de bien vouloir accueillir Sophie de Fontenay, General Counsel of the RAISE Group. Please have a seat. donc Pierre Régibaud, directrice juridique du welcome groupe him too. RAISE. Chief Economist at Pierre the DG Régibaud, of the économiste en European chef Union. And we'll chargé have des questions de online concurrence à la Claudia Commission Salomon, européenne. President of the Et nous avons ICC également International Claudia Court of Salomon en and Sir ligne, Nigel Knowles, CEO donc de la of Cour DWF d'arbitrage, Group. So let's get started. et ainsi que And- Sir Nigel Knowles, donc PDG du groupe DWF. Let's start with you, Pierre Régibaud. Alors, nous allons commencer avec vous, Pierre Gibaud. So competition is your business, La concurrence, your topic. c'est votre dada. How can law be really En quoi est-ce que le droit in, peut être protecting competition efficace in pour the tech protéger sector? la concurrence For dans le secteur des example, when tech? you talk about Google and Facebook, Notamment, je pense à Google, do you really Facebook, think that regulation- face aux maybe GAFA. we Est-ce que vous pensez talk que les about DSA réglementations, and DMA, which are the two donc recent lorsque l'on va parler regulations effectivement for the des réglementations how GFA et can law DSA et DMA, regulations really comment est-ce que ces turn réglementations T-Rex into a peuvent virgin in just a few months? vraiment donc être efficaces contre les GAFA? Ah, I magnifique. turn to the precise issue of Alors, digital giants just in J'en reviendrai effectivement à ces géants, à ces GAFA dans quelques minutes, mais competition do en ce qui concerne donc le droit et la concurrence, en quoi la concurrence peut rendre from that point of view, un environnement plus favorable aux affaires? Eh bien, les entreprises veulent avant tout la certitude. Elles n'aiment pas l'incertitude. Elles aiment l'état de droit, mais ce qui n'est pas la même chose effectivement que la certitude. On peut effectivement être certain d'être victime de discrimination, et ça, ce n'est en aucun cas attirant. Les entreprises, elles veulent être capables d'attirer des grands marchés et d'être compétitives. Et je pense que pour cela, eh bien, la concurrence peut être efficace. Et enfin, en ce qui concerne donc les géants, comment est-ce que l'on peut justement essayer de faire face justement à leur pouvoir? Eh bien, je pense que il faut essayer de mettre en place un certain nombre de règles. Et les règles de concurrence, eh bien, c'est de ne pas avoir d'abus d'abus de position. Et le but, effectivement, c'est de ne pas non plus apporter trop de distorsion au marché de la concurrence. C'est ce qu'on essaye de faire en contrôlant notamment les fusions et autres. Et puis, il y a aussi la capacité d'aller plus loin que cela encore, en s'assurant que chacun travaille en étant sur un pied d'égalité. Et puis, il y a aussi donc la possibilité d'accueillir plus de joueurs. Alors, bien sûr, pour cela, il nous faut un cadre juridique, mais si vous êtes enfin, il s'agit aussi de voir quels sont les comportements que l'on souhaite voir et pour être compétitif. Et donc, si l'on souhaite être utile, il nous faut apporter au moins un code de conduite pour que chaque côté sache exactement ce qu'on attend d'eux et comment ils doivent se comporter et comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce code de conduite. Donc, est-ce que votre mission finalement c'est de protéger le consommateur ou bien d'aider à la création de champions européens? Alors, ma mission, c'est de protéger le processus concurrentiel. Et je pense que ça aide peut-être pas forcément le consommateur, mais en tout cas le citoyen européen. Moi, je crois en une politique industrielle à l'échelle européenne.
pas forcément en créant des champions européens. D'ailleurs, c'est pas forcément la meilleure solution. Claudia Solomon should be online. Claudia Solomon, je pense que vous êtes en ligne. Hello. Bonjour, vous m'entendez? Can we hear you? Yes. Vous nous entendez? Hello. Excellent. Oui, Thank you bonjour. for being with us. Merci donc d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes donc présidente de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Vous avez aussi été donc, vous êtes la première présidente de la Chambre de commerce internationale. Par ailleurs, vous avez été donc associé chez Latham & Watkins, cabinet d'arbitrage international. Et donc finalement, en quoi est-ce que l'arbitrage est une garantie pour les investisseurs qui souhaitent investir dans des pays en pensant que justement l'arbitrage leur apporte une plus grande flexibilité par rapport donc à l'état de droit? Merci beaucoup donc de m'avoir invité. Laissez-moi donc prendre un petit peu de recul. Je suis présidente donc de la Cour d'arbitrage de la Chambre internationale du commerce. Donc la Chambre internationale du commerce, eh bien c'est la voix de toutes les entreprises à l'échelle internationale qui a été donc créée il y a plus de 100 ans après la Première Guerre mondiale par un groupe d'entrepreneurs qui souhaitaient promouvoir la paix, la prospérité par le biais donc des échanges commerciaux internationaux. Ils avaient compris qu'afin de faciliter les échanges internationaux, eh bien il fallait une procédure de résolution de litiges entre différents donc acteurs commerciaux. Et donc, ils comprenaient tout à fait l'importance de la justice, de l'état de droit. Et ce principe s'applique d'autant plus aujourd'hui, puisque les échanges commerciaux n'ont fait qu'augmenter et les entrepreneurs et chefs d'entreprise ont confiance en la Chambre de commerce internationale et en le processus donc d'arbitrage. Donc, en termes d'investissement, nous, ce que l'on voit au sein de la Chambre internationale de commerce, eh bien, c'est que nous avons 145 pays qui utilisent donc le processus d'arbitrage de la Chambre. Donc, nous sommes présents donc dans plus de 130 villes, 65 pays, avec des procédures donc dans plus de 30 langues. Si vous prenez donc l'enquête Queen Mary qui a été réalisée l'année dernière, 90% des personnes participant à l'enquête ont déclaré qu'ils avaient préféré recourir donc à l'arbitrage international pour résoudre leurs litiges. Donc, plutôt qu'effectivement de recourir aux tribunaux nationaux. Et on a pu voir également que 2/3 des entreprises américaines et européennes ayant un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros ont actuellement donc une affaire d'arbitrage en cours. Par ailleurs, les PME ont aussi de plus en plus recours aux échanges commerciaux internationaux et eux aussi se tournent vers l'arbitrage comme un outil permettant d'un meilleur accès à la justice, le développement économique, la croissance économique et ainsi faciliter leurs échanges. Donc c'est une garantie pour les investisseurs finalement. Par ailleurs, il y a aussi des entreprises qui souhaitent défendre leurs valeurs d'entreprise, mais pour lesquelles ce n'est pas forcément simple, notamment dans des pays où on voit qu'effectivement la corruption est particulièrement élevée. Donc, quel rôle joue l'arbitrage dans ces conditions, notamment dans ces pays où il est nécessaire de promouvoir les valeurs d'entreprise et comment donc y parvenir à l'étranger? Alors, il y a deux outils à la disposition donc des entreprises. Tout d'abord, les contrats. Si les entreprises apportent leurs propres contrats qui comprennent des clauses d'arbitrage comme moyen donc de
résolution des litiges plutôt que de recourir aux tribunaux nationaux, eh bien, c'est une première opportunité donc pour résoudre ces litiges sans pour autant reposer sur les cours nationales. Et donc, si l'on prend la Convention de New York, l'un des traités les plus signés, donc 160 pays de par le monde, on voit qu'effectivement, les clauses d'arbitrage peuvent être mises en application sans pour autant donc y avoir un appel par la suite. Et ce n'est pas le cas donc pour les cours nationales. C'est très difficile de mettre en œuvre. Et d'ailleurs, donc les décisions d'arbitrage sont bien plus simples à mettre en œuvre que les décisions prises par les cours. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez inclure dans les contrats d'entreprise. Et deuxièmement, il y a aussi donc les systèmes donc de traités d'investissement, que ce soit des traités bilatéraux ou multilatéraux, qui eux aussi peuvent comprendre donc des clauses d'arbitrage, et auquel cas on a donc un pays qui investit dans un autre pays membre du traité. Dans ce cas, eh bien, l'arbitrage sera le recours préféré au lieu donc d'effectivement passer par les cours nationales. Et cela permet donc ainsi de résoudre de manière diplomatique le litige sans avoir à passer par les cours nationales. Est-ce que vous pensez que la montée du populisme, des candidats et des partis populistes en Occident, mais également de par le monde, représenterait une menace à l'arbitrage et à la résolution des conflits? Eh bien, dans le contexte sur lequel nous nous concentrons, donc à savoir la résolution de conflits en B2B, eh bien, nous savons que l'arbitrage apporte un mécanisme. Nous nous concentrons donc sur la prévisibilité, sur la transparence et sur la confiance dans le système. Les partis donc qui cherchent effectivement une résolution du conflit en faisant appel à l'arbitrage. Il ne s'agit pas effectivement donc de vengeance, mais il s'agit simplement de vouloir retourner à leurs affaires habituelles. Et nous pensons effectivement que les entreprises ont confiance et croient dans le processus de l'arbitrage. Merci beaucoup. Sophie de Fontenay, vous faites partie donc du groupe Raise, un fonds d'investissement très particulier. Est-ce que vous pouvez en quelques mots expliquer ce que vous faites et en quoi est-ce que votre fonds diffère des autres fonds d'investissement? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Étienne. Alors, laissez-moi dire quelques mots donc sur Raise. Raise a été créé en 2013 par Clara Glemar et Gonzague de Blénière. Et c'est un fonds qui se concentre donc sur la philanthropie. Parce que nous pensons nous croyons en un nouveau mode de croissance. Nous avons trois manières de soutenir les entrepreneurs. Tout d'abord par le biais de l'investissement, par la philanthropie et par l'innovation ouverte. Raise Investment, c'est une entreprise avant tout qui gère plus de 1,3 milliard d'euros d'actifs par le biais de 6 fonds, 60 participations et plus de 100 investisseurs. Raise a sa propre fondation, Raise Sherpa. Une fondation unique, oui, tout à fait unique, absolument, car c'est assez peu commun finalement dans le marché des fonds propres d'avoir une fondation. Et Raise Sherpa est financé donc grâce à la générosité des équipes d'investissement qui donnent donc 50% de leur contribution à la fondation, ainsi que 10% de leur temps. Au total, la Fondation a pu soutenir donc plus de 500 jeunes entreprises et a pu donner donc plus de 100 prêts à taux zéro.
Alors, je vais vous donner donc deux exemples de projets sur lesquels nous avons soutenu Castali. Castali, c'est une entreprise française qui a été lancée en 2012 et qui s'attaque notamment aux questions des bouteilles en plastique et des bouteilles d'eau en plastique. Ils ont créé donc des fontaines à eau spécifiques avec de l'eau microfiltrée. Donc ce sont eux qui travaillent sur les filtres et qui fournissent également des bouteilles en verre. Ils ont eu un taux de croissance de 12% l'année dernière. Par ailleurs, il y a Who Knows également, qui a été créé donc en 2005. C'est un leader donc en France qui apporte des solutions de formation en ligne et de formation donc en langue française. Ils ont été labellisés donc Projet Voltaire. Ils ont leur propre fondation afin d'aider ceux qui ont le plus besoin donc de ces formations, notamment les migrants et les jeunes. Par ailleurs, en quoi est-ce que le droit et la loi sur la réglementation a pu faciliter vos affaires et votre entreprise et comment est-ce que cela a pu favoriser votre croissance? Alors, la loi Pacte a été adoptée en 2018 en France. Le but donc de cette loi, c'est d'apporter une opportunité aux entreprises françaises de s'attaquer justement à des engagements plus importants en termes donc de RSE. Cela permet aussi d'apporter plus de transparence au niveau de leur stratégie. Et chez Raise, eh bien, nous pensons que la performance extra-financière ne peut pas être déconnectée des valeurs donc, de croissance. Nous avons donc modifié nos statuts et nous avons défini notre raison d'être qui repose sur 4 piliers, la diversité, le partage des profits, des bénéfices, l'innovation et la durabilité. Et nous sommes effectivement une entreprise à mission. Et notre objectif, eh bien, c'est bien sûr d'utiliser, d'atteindre notre mission tout en générant donc une forte croissance. Et donc, vous travaillez de pair avec la communauté de juristes. Oui, tout à fait. Donc, nous avons intégré nos objectifs de RSE dans donc notre mission. Et la Commission européenne nous aide justement dans la définition de notre stratégie. La Commission européenne nous a permis donc de définir l'objectif d'être neutre en carbone d'ici 2050, de réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et la Commission européenne, par le biais de cette stratégie, nous amène à être plus transparents et d'apporter donc plus de durabilité dans nos investissements. Pour ce faire, nous avons pris 2 actions. Tout d'abord, donc, essayer de passer en revue les différents investissements dans lesquels nous avions investi pour essayer de voir à quel point ils étaient durables. L'idée, donc, c'est que chaque décision d'investissement soit prise afin d'être alignée avec notre stratégie. Sur la taxonomie, est-ce que vous êtes un peu plus spécifique? Oui, bien sûr, la taxonomie, comme vous le savez, la taxonomie verte apporte les lignes directrices principales en termes de transparence, d'objectifs environnementaux pour les entreprises. Et pour nous, donc en tant que fonds d'investissement, eh bien, nous avons rapidement mis en œuvre la réglementation FSD, une réglementation dédiée donc aux fonds d'investissement. Alors, parlons un petit peu de l'Europe et de la concurrence. Est-ce que vous pensez que il est nécessaire de définir un certain nombre de valeurs communes afin d'éviter donc les distorsions de la concurrence? Je pense qu'il y a 2 types de valeurs. Les valeurs qui auxquelles un certain nombre de consommateurs sont particulièrement attachés,
Et de l'autre côté, eh bien, dans les entreprises, si les entreprises effectivement suivent ces valeurs, alors elles doivent être capables de générer un chiffre d'affaires. Mais pour ce faire, eh bien, il faut des certifications, des labellisations. Et les labellisations eh bien, viennent à la fois des gouvernements, mais aussi d'entreprises privées. Et ça, c'est un problème. C'est le problème des labels privés. Effectivement, si chacun a son label, aujourd'hui, il y a tellement de labels que les consommateurs ne savent plus s'y retrouver. Donc je pense que là, effectivement, il faudrait apporter une législation en termes de concurrence pour réduire le nombre de ces labels afin qu'ils aient une vraie importance, qu'ils soient pertinents et reconnus. Et oui, je pense que, par ailleurs, on pourrait essayer de mettre un seuil plancher d'intervention. Et puis ici, il faut se tourner vers la concurrence en dehors de l'Union européenne. Et là, je pense que on peut apporter de l'aide pour ce faire. Il y a deux types d'aides qu'on peut apporter. Tout d'abord, avoir un code de conduite international. Les États-Unis, par exemple, avaient défini un certain nombre de règles sur la corruption à l'étranger. Ce ne sont pas des règles parfaites, mais au moins, cela permet donc de ne pas être en concurrence les uns avec les autres sur un même marché. Mais par exemple, entre les États-Unis et l'Union européenne, les normes ne sont pas les mêmes. Oui, bien sûr. Et si vous voulez donc dépasser ce problème, eh bien, il vous faut un accord international. Et comme nous le savons, c'est loin d'être simple, puisque parfois, cela peut être bien d'avoir un accord international, mais parfois, eh bien, cela donc soulève des questions de suprématie qui sont loin d'être simples. Si on prend le RGPD par exemple, est-ce que le RGPD est un avantage pour l'Europe ou est-ce que c'est plutôt un problème? Est-ce que c'est un problème pour les petites ou grandes entreprises dans la technologie? Le RGPD pourrait bien sûr être un avantage. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est une question. Il y a un site internet qui effectivement donc enregistre des sons qui vous aident à dormir et il s'agit de voir si ce son n'est pas forcément conforme avec RGPD, mais en tout cas, voilà, ça soulève un certain nombre de questions et c'est particulièrement compliqué pour les petites entreprises. Et je pense que parce que RGPD au final vient favoriser les grandes entreprises, c'est effectivement une législation qui est extrêmement complexe et on sait qu'effectivement ça peut être un poids pour les PME de telles réglementations. Si on prend les cookies par exemple, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours. Il faut soit accepter ou refuser les cookies ou bien les gérer et personne ne le fait, personne n'a le temps. Donc, si on prend par exemple le site du Point, à chaque fois il y a donc des cookies, et pourtant donc et vous allez retrouver sur n'importe quel autre site, mais sur Google vous n'en avez pas. Oui. Donc, il faudrait une réglementation qui vienne apporter des choix standardisés pour les consommateurs, mais uniquement quelques choix standardisés. Parce que si vous apportez trop de choix, si vous allez sur Facebook par exemple, oui, il y a 4 pages de paramètres, c'est trop compliqué. Et on sait effectivement d'un point de vue comportemental que aucun consommateur va effectivement passer ce temps à paramétrer tout ça. Mais il faudrait qu'il y ait la possibilité donc de donner des choix importants aux patients. Ça, je pense que ce serait une bonne manière de réguler Facebook et Google. Votre collègue Margaret Vestager donc, considère qu'effectivement que les États ne devraient pas disposer de leurs propres données, qu'elles devraient être vendues aux GAFA. Bien, dans ce cas-là, oui, mais il faut définir les droits de propriété intellectuelle. Mais ça c'est la première chose à faire. Il faut définir les droits de propriété intellectuelle sur les données de manière beaucoup plus précise. Parce que certaines de ces données vous appartiennent, d'autres appartiennent
à l'entreprise. Donc, c'est la première chose. Et une fois que vous avez donc alloué les droits de propriété, alors il faut créer donc des marchés des données. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Si vous souhaitez que ce marché survive, d'ailleurs, eh bien, il faut absolument des normes pour qu'il y ait une interopérabilité des formats des données. Alors, est-ce que donc le respect de la vie privée, ça fait partie donc d'un des critères de vos investissements? Oui, bien sûr. La question donc de la vie privée, c'est quelque chose que l'on vérifie à chaque fois que l'on fait de la due diligence pour un investissement, au même titre donc que l'ESG. Les données, c'est vraiment essentiel, notamment pour les petites entreprises et les jeunes entreprises. RGPD, je pense que ça peut aussi être quelque chose d'utile pour les petites entreprises et jeunes entreprises. Notamment donc les jeunes entreprises qui ont été créées pour aider les grandes entreprises à résoudre donc leurs problèmes liés aux politiques donc de gestion des données et pour faire en sorte que justement ils puissent répondre aux objectifs juridiques et commerciaux. Alors par ailleurs nous avons Nigel Knowles avec nous en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes donc le PDG du groupe GWF. Vous avez passé donc plus de 38 ans au sein donc d'un cabinet d'avocats. Vous étiez donc associé directeur et vous avez donc l'un des rares cabinets à être novateur donc, sur ces questions. Quel est votre modèle de croissance? Est-ce que vous souhaitez donc devenir la multinationale du droit? Oui, absolument. Alors tout d'abord, donc, je tiens à dire qu'il n'est pas impossible pour les cabinets d'avocats français d'entrer en bourse. Je pense que c'est tout à fait possible, notamment donc à avoir la capacité de gérer son propre entreprise. Je sais que ça peut être étrange d'envisager un cabinet coté en bourse, mais au Royaume-Uni, en tout cas, les autorités de la concurrence ont la capacité notamment donc d'accorder au cabinet d'être coté en bourse. Et c'est ce que nous avons fait en 2019. Et nous avons tout à fait apprécié l'aide du barreau de Paris, d'ailleurs, dans notre entrée en bourse. Alors, pourquoi est-ce que c'est un bon modèle? Pourquoi est-ce que nous avons décidé d'être coté en bourse? Eh bien, nous sommes tournés vers l'environnement dans lequel nous travaillons. Donc, il y a donc, au total un marché de 650 à 700 000 milliards de dollars. Les clients donc, se tournent vers énormément de types donc, de services. Et le secteur donc, juridique est un secteur extrêmement concurrentiel, avec des énormes cabinets qui ont entre 3 000 et 4 000 avocats, donc c'est gigantesque, ce qui veut dire que nous avons donc de grandes pressions et une pression notamment à investir dans les technologies. Et si l'on se tourne vers donc ce système où effectivement à l'âge de 35-40 ans on devient associé donc à l'âge de 55-65 ans on vous dit bon bah peut-être que maintenant il faut laisser la place aux plus jeunes. Le problème avec cela, eh bien c'est qu'avec ces partenariats en fonds propres, avec cette pression donc d'investir dans les technologies, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement intense et d'assez compliqué à gérer. Il y a des cabinets qui investissent des centaines de millions de dollars sur la technologie, qui viennent acquérir donc des entreprises, et donc c'est essentiel de répondre à ce type de pression.
Et si vous souhaitez donc être coté en bourse, comme nous l'avons fait, eh bien vous pouvez lever des fonds dans le cadre de cette entrée en bourse pour améliorer les performances de votre cabinet, pour pouvoir investir dans la technologie, pour accéder à des marchés qui vous permettront donc d'acquérir de nouvelles entreprises. Et c'est la raison pour laquelle nous pensions qu'entrer en bourse, c'était une très bonne idée. Ça nous permettait d'investir, d'optimiser la performance donc, de notre cabinet, etc. Par ailleurs, nous avons été capables donc d'apporter des incitations auprès de nos équipes, et ce, à un stade peu avancé de leur carrière. On peut donc avoir effectivement des participations, des dividendes que l'on peut reverser à nos employés. Et donc c'est vraiment un modèle très novateur et qui nous permet d'avancer, notamment dans un monde où nous nous autofinançons. Alors, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'autant d'argent? Et pourquoi est-ce que vous avez besoin d'investir autant? Quelles sont les technologies dans lesquelles vous devez investir qui coûtent autant? Eh bien, on souhaite être donc un cabinet d'avocats intégré, à savoir que nous avons bien sûr un certain nombre de services à proposer. Et notamment donc effectivement on a pu acquérir des entreprises qu'on n'aurait pas pu acquérir si on n'avait pas été coté en bourse, et notamment des entreprises britanniques, américaines. Et aujourd'hui, on peut offrir des services très intéressants qui ont recours notamment à l'intelligence artificielle, qui apportent des solutions donc, à des processus et des problèmes auxquels sont confrontés donc, nos clients. Et ça, voilà, c'est vraiment apprécié par les clients. C'est quelque chose qu'ils demandent particulièrement. Les clients, effectivement, peuvent ainsi créer donc des structures juridiques avec des panels donc de conseils juridiques qui leur permettent donc de gérer l'ensemble de leurs services. Par ailleurs, donc nous avons un département dédié aux services en ligne, et notamment donc parmi ces services en ligne, des services qui ne sont pas spécifiquement juridiques, et les clients apprécient particulièrement ces services, notamment donc dans le secteur des services financiers. On peut apporter donc la gestion des litiges, donc on peut aussi apporter un soutien en termes d'assurance. On a une entreprise de formation, une entreprise de logiciels aussi. Donc on peut apporter énormément de services, toute une palette. Donc non pas uniquement des services juridiques, mais également des services qui sont rattachés à notre service juridique, mais que l'on peut apporter directement par le biais de notre cabinet. Alors, quelle est finalement la frontière avec le modèle juridique? Enfin, est-ce qu'il y a une frontière entre votre activité juridique et le reste? Est-ce que vous avez dû effectivement absolument vous étendre à d'autres services, ou est-ce qu'il n'y a pas de frontière? Je pense que la seule frontière qui existe, c'est celle qui, justement, donc, sont encadrées dans le cadre de nos politiques d'ESG. Donc nous, bien sûr, on a donc un cabinet d'avocats, mais on a aussi tout un tas de services connectés qui sont bien sûr alignés avec les besoins de nos clients. On ne va pas non plus partir et acheter une entreprise qui offre des services complètement différents, qui ne sont pas du tout alignés avec les besoins de nos clients. Mais d'une certaine manière, eh bien, oui, on va devenir une entreprise de services internationaux et non pas uniquement donc un cabinet d'avocats. Et par ailleurs, nous avons donc 30 bureaux à l'échelle internationale, et les clients souhaitent que nous puissions leur fournir tous les services dont ils ont besoin. Et c'est la raison pour laquelle justement donc nous avons ce développement aujourd'hui. Et en matière de géopolitique, quelles sont les conséquences pour le droit tel que nous l'envisageons dans les pays latins et la common law? Eh bien, il y a des cabinets d'avocats à portée mondiale partout.
Alors, en effet, il y en a un certain nombre basés au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais c'est une coïncidence en quelque sorte. Il y a de nombreux cabinets, de nombreuses entreprises françaises qui sont présentes, qui ont des filiales et qui ont certains besoins auxquels nous pouvons répondre. Et il ne s'agit pas uniquement de besoins en juridique, mais tous les services connexes que nous proposons, dont les services connectés. Donc nous cherchons réellement à répondre aux besoins de nos clients, où qu'ils soient dans le monde. Merci beaucoup, Sir Nigel Knowles. J'aurais aussi une question quant à la place de l'Europe dans ce nouveau monde. L'Europe est-elle suffisamment forte depuis le Brexit? Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne est suffisamment forte pour pouvoir imposer sa vision? Eh bien, ce n'est pas qu'une question de force. Si l'on regarde la politique de concurrence, par exemple, et si on s'intéresse aux politiques de concurrence de par le monde, très souvent, celle-ci s'approche sur la jurisprudence, s'appuie sur la jurisprudence de l'Union européenne plutôt que celle des États-Unis, par exemple. Et donc, nous avons essayé, alors nous ne sommes sans doute pas parfaits, mais nous avons créé une approche cohérente et donc nous donnons l'exemple. Nous avons également pu fixer des normes qui souvent étaient fixées au départ par les États-Unis, puis transposées ailleurs. Mais aujourd'hui, l'Union européenne est leader en matière d'établissement des normes. Sophie, qu'en direz-vous? Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, nous avons mis en œuvre toutes les normes européennes, la taxonomie, les SFDR, comme je vous le disais. Mais s'agissant du rôle de l'Europe par rapport aux États-Unis, alors j'estime que l'Europe est forte, mais il faut qu'elle soit aussi rapide. L'Europe a pris de l'avance sur ces sujets de stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, les critères dont nous parlions. Mais les États-Unis ne sont pas loin derrière et il nous faut agir rapidement pour être sûr que nos normes soient vraiment à la pointe. Et je pense que la situation politique actuelle aux États-Unis va nous permettre d'avancer dans le bon sens. Merci beaucoup. Nous avons désormais une vidéo de l'ancien ministre en charge des investissements et de partenariats public-privé de Guinée. La vidéo est-elle prête? Le droit est extrêmement important. C'est ce qui régule un peu les activités et les relations entre personnes. Donc, c'est important comme ça l'est aussi dans le reste du monde. Je sais d'expérience que pour les investisseurs, la sécurité juridique est primordiale. Parce que quand ils arrivent, ils veulent se rassurer que s'ils investissent dans un pays, qu'ils auront droit de cause ou qu'ils pourront avoir des recours et que les règles seront suivies. Donc, c'est très important. C'est la raison pour laquelle, par exemple, beaucoup de pays africains, 17 en l'occurrence, ont mis en place l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires
dans 17 pays, vous avez le même droit des affaires, que ce soit au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Mali, en Guinée ou au Congo. Donc, ce qui permet d'avoir une sécurité juridique. Et il y a également, dans la même veine, beaucoup de discussions pour faire un code des investissements qui serait d'abord pour la CEDEAO, mais plus tard pour toute l'Union africaine. Disons que pour le commerce intra-africain, on ne peut pas en parler sans qu'on ne donne le signal fort qui a été fait avec le développement de l'accord de libre-échange continental africain, qui est vraiment une vraie révolution et qui va permettre de libéraliser les échanges interafricains et qui va créer de véritables marchés. Bon, nous, ici, à l'interne, en République de Guinée, on a mis en place un tribunal de commerce parce que auparavant, tous les litiges commerciaux étaient au droit commun. Donc, il y a un tribunal de commerce qui est plus spécialisé, qui permet de régler les litiges commerciaux. On a aussi mis en place, on a revu le code des investissements pour le mettre au bout du jour depuis 2015, donc qui permet de donner toutes les assurances, les garanties aux investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Et puis, il y a aussi d'autres réformes qui sont très importantes pour le commerce et attirer les investissements étrangers. C'est le code du travail, les marchés publics, le code des mines, le code général des impôts, etc., qui ont été dépoussiérés pour s'assurer qu'ils soient vraiment compétitifs et qu'ils répondent aux besoins actuels. Nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un partenariat équilibré. Et pour cela, nous avons mis un code minier qui a été révisé en 2013 et qui permet d'avoir un partenariat plutôt équilibré, qui prend en compte les aspirations des miniers, puisqu'ils prennent le risque, ils viennent investir, mais en même temps aussi qui permettent au pays hôte, qui est le nôtre, de pouvoir bénéficier de cette exploitation minière. Donc, par exemple, dans le code minier, 15% des actions sont données à l'État guinéen, qui permet au moins d'avoir un siège au conseil d'administration. Et évidemment, plus l'activité augmente, il y a la possibilité de monter à 35%, mais les 20% là doivent être souscrites par l'État ou par les nationaux. Nous insistons aussi beaucoup pour qu'il y ait un respect de l'environnement. Nous encourageons également le contenu local et nous insistons aussi sur la diversification de l'activité minière et particulièrement la transformation des matières premières sur place, comme par exemple la bauxite. Et la Guinée est le deuxième producteur mondial de bauxite. On insiste que la bauxite soit transformée en alumine et puis de l'alumine à l'aluminium pour qu'il y ait une plus grande plus-value. Nous avons également mis en place une société guinéenne de participation dans les mines, qui s'appelle la Sogipami, pour pouvoir faire des joint ventures avec des grands groupes miniers pour développer aussi la compétence locale. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, Sophie de Fontenay, Pierre Régibaud, Claudia Salomon, Sir Nigel Knowles, pour votre analyse. Merci. Et nous reprendrons dans 15 minutes avec une table ronde sur les champions du numérique. Merci beaucoup.